on va avec vous repartir en Ukraine avec le récit incroyable d'un combattant d'Azovstal qui a miraculeusement échappé aux griffes des Russes. Oui, et ce soldat, il s'appelle Ilor, il est originaire de Donetsk et vivait à Mariupol depuis 6 ans. Il s'engage dans l'armée en 2014 au moment de l'invasion de la Crimée et décide de rejoindre le régime Azov. On va rappeler rapidement ce que c'est. C'est à l'origine une unité d'une centaine de volontaires dont certains ont des idées nationalistes ou d'extrême droite. En juin 2014, ils participent au combat et permettent aux forces ukrainiennes de reprendre le contrôle de Mariupol. Et c'est à partir de là qu'ils deviennent de véritables héros aux yeux de la nation ukrainienne. Alors en février, lorsque les Russes envahissent l'Ukraine, eh bien, Ilor est naturellement volontaire pour défendre son pays. Très vite, en mars, il est blessé, sa voiture est touchée par un missile. Ma voiture a été touchée par un obus. C'était le 2 mars. Au début, ils m'ont trouvé, j'étais blessé à environ 300 mètres de la base. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais dans un hôpital militaire. C'est à partir de ce moment-là que mon histoire a commencé. Presque personne ne savait où j'étais et donc personne ne pouvait m'évacuer. Alors à ce moment-là, tout le monde pense qu'il est mort sur le coup, qu'il a été capturé par les Russes. Et pendant son séjour à l'hôpital, eh bien, il s'invente une toute nouvelle identité. Il détruit ses papiers et se fait passer pour un civil, alors que dans le même temps, eh bien, la ville est occupée et les Russes tentent d'identifier des soldats dans les hôpitaux. J'habitais dans le quartier de la rive gauche de Mariupol à l'époque. Je savais que la rive gauche nous appartenait et qu'ils ne vérifieraient pas cette information. D'après ma couverture, je suis allé chercher de l'eau et je suis resté pour m'occuper de la grand-mère. J'ai été blessé et personne ne savait où j'étais. Alors son histoire, elle fonctionne pendant un certain temps, même si à l'hôpital, tout le monde savait que c'était un soldat et que les Russes faisaient pression sur le personnel hospitalier pour capturer des soldats blessés. Il leur échappe de justesse malgré les interrogatoires incessants. Il reste sur sa version jusqu'à ce que les Russes le laissent tranquille, faute de preuves. On m'a amené dans la salle, je me suis recouvert d'une couverture et j'ai attendu qu'il m'oublie. Je sais à quel point l'armée peut être négligente. Alors finalement, il réussit à trouver un téléphone, il contacte sa femme enceinte via un télégramme et lui demande de lui faire parvenir de faux papiers, notamment un certificat prouvant qu'il est inapte au service pour qu'il puisse justement quitter la zone occupée. Au bout d'un mois, on lui envoie un chauffeur avec ses nouveaux papiers. Il quitte Mariupol au début de l'été, mais reste aux portes de la ville plusieurs mois où il se cache jusqu'à l'hiver. Alors dans cette interview, il refuse de raconter les détails de sa captivité ou les conditions dans lesquelles il a pu rentrer chez lui, mais il se dit en tout cas prêt à continuer le combat. Écoutez. La guerre n'est pas terminée. La victoire est vraiment ce dont nous avons besoin. Car s'il n'y a pas de victoire, la Russie ne reculera pas devant nos pensées et nos idées. Elle est incroyable cette histoire. Hein. Merci beaucoup Amal. On se souvient, Catherine, que c'était une véritable chasse aux sorcières après le siège d'Azovstal. On se souvient de ces hommes au moment de la reddition, ces hommes qui montaient dans des bus, qu'on mettait torse nu pour voir s'ils avaient des tatouages. Oui. Chasse aux sorcières. Sur les barrages, on se souvient effectivement qu'ils faisaient déshabiller les hommes pour voir s'ils avaient des tatouages à la gloire d'Azov et pouvoir éventuellement les arrêter. Mais dans la guerre, il faut évidemment toujours avoir une grande part de chance. Hein. Si je peux vous livrer un de mes souvenirs, j'étais au Liban une fois, justement, durant la guerre, et on disait que le Hezbollah, les islamistes avaient décidé d'arrêter des femmes, d'en prendre éventuellement comme otages, et notamment des journalistes. Et j'ai été arrêtée sur un barrage du Hezbollah. Et là, j'ai vraiment pensé que c'était la fin de cette aventure journalistique au Liban. Et en fait, le type qui était sur le barrage a pris mon passeport et il l'a regardé à l'envers. En fait, il ne savait pas lire. Donc, il n'a pas su que j'étais française et pas que j'étais journaliste. Donc, j'ai pu continuer à passer. Incroyable. Donc, si vous n'avez pas un minimum de chance dans des moments qui sont aussi dangereux, bien évidemment, souvent, c'est là où s'arrête soit votre liberté, soit pire que ça. Ouais. Mais donc, je trouve que justement, ce récit est très éclairant de ce point de vue-là, parce qu'il faut tout un tas de petites choses qui, au bout du compte, font que vous êtes libre, alors que vous êtes vraiment passé très près, soit du fait, le concernant d'être abattu ou d'être longtemps emprisonné. Prisonnier, on va reparler d'ailleurs de ceux qui ont été faits prisonniers. Vous avez eu de la chance à certains moments ou pas, Général?
Je sais pas, peut-être. Vous êtes passé pas loin, pas ce genre de choses, mais j'avoue qu'on n'y pense pas. Ouais. On n'y pense pas. On est dans des situations. Si je me souviens, on s'est trouvé on s'est fait tirer par des mortiers à un endroit où on ne devait pas être. Très bien, on a vu ça tomber. C'était du petit mortier, donc ça allait assez bien. On n'a même pas réalisé. L'autre fois, on s'est retrouvé sur une piste en Yougoslavie. On s'est arrêté juste à temps avant un fil piège. Effectivement, il y a de la chance, mais on l'a vu juste à temps. Alors maintenant, j'avoue que ce sont des histoires qu'il faut raconter. C'est-à-dire que d'abord, rien n'est écrit, que tout est possible. La chance joue énormément. La chance joue énormément, la malchance aussi. Et puis voilà, là on a une belle histoire. Alors il y a beaucoup de détails, moi, qui m'interrogeraient. Allez-y. Par exemple, j'ai pas tout à fait compris le coup du papier. Il a réussi à avoir des documents qu'on lui a envoyés, qui lui a permis finalement d'évacuer la zone de Mariupol. Ouais. Et les documents envoyés par qui? Par les Ukrainiens? Par sa femme. Par sa femme, mais venant d'Ukraine. Tout à fait. Voilà, donc, vous n'avez pas tout écouté, parce qu'elle a tout bien dit. Justement, justement. Elle a tout bien dit, Amal. Je voulais bien préciser, bien faire comprendre ça, qu'en fait, c'est bien. Et ma réaction est, il y a encore des liens entre l'Ukraine et la Russie, au point de vue administratif, pour finalement arriver à faire sortir quelqu'un d'une zone occupée. C'est ça que je voulais souligner, parce que ça m'a interpellé. Et finalement, il y a quand même des choses possibles. Donc, en fait, si j'ai tout bien compris, il avait détruit tous ses papiers, il avait juste gardé son passeport qu'il avait bien caché dans l'hôpital au cas où. C'est ça, Amal. Et il a pu contacter sa femme par messagerie cryptée. Et elle lui a fait faire de faux papiers qu'elle a envoyés à Mariupol. Un chauffeur, c'est ça. Voilà, par un chauffeur à Mariupol. Magali, vous vouliez intervenir ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça soit diffusé aussi par le Kyiv Post. Évidemment, ça, c'est le grand site, le grand journal ukrainien. Et en fait, ce genre d'histoire, en effet, où on voit un jeune homme qui s'est engagé depuis le début, donc dès 2014, il s'engage chez Azov. On voit qu'il reprend les armes tout de suite quand son pays est attaqué à nouveau en février 2022, qu'il il veut participer à la défense de Mariupol. Et notamment sur cette bataille qui est complètement, en plus, qui est une bataille mythique. Enfin, je veux dire, la première plus grosse bataille. Ouais. C'est toujours aussi une volonté de ressouder les rangs de la population ukrainienne, de l'opinion ukrainienne qui a certains moments vacillent. Les derniers sondages montrent quand même qu'il y a Zelensky est moins populaire, qu'il y a peut-être une volonté davantage de compromis. Et là, on a l'histoire d'un jeune homme qui est présenté comme un héros de ces 2 ans de guerre, qui raconte son parcours, qui est... Voilà, tout ça est assez inspirant, évidemment, pour une population ukrainienne qui, aujourd'hui, ne voit pas véritablement de bonnes nouvelles à sa porte. Donc, voilà, c'est pas un hasard si de temps en temps, comme ça, il y a ces histoires qui sortent. C'est important aussi pour le moral, pour essayer de ressouder les rangs de la population. Alors, des militaires d'Azovstal qui ont été fait prisonniers, il y en a eu un paquet. Il y en a certains qui ont été échangés, d'ailleurs. On a souvent vu... en Turquie aussi. Voilà, exactement. Oui, tout à fait, en Turquie, effectivement. Moi, je suis retournée parce que je me souvenais à un moment où les Russes parlaient de peine de mort pour les soldats d'Azovstal, et je suis retournée regarder. En fait, Azovstal, les Russes considéraient les combattants d'Azov comme des terroristes et non pas comme des militaires. Donc, ils sont considérés comme des criminels de guerre. Regardez ce que disait, à l'époque, le ministre de la Justice du Donetsk. Il disait « Azov est considéré comme une organisation terroriste. Tous feront l'objet d'enquêtes criminelles en vue d'un procès. De tels crimes sont passibles chez nous de la peine capitale, la peine de mort ». Est-ce qu'on sait s'il y en a qui ont été exécutés, Catherine ? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, on ne l'a pas su. Et en fait, en Russie, il y a un moratoire sur la peine de mort depuis très longtemps. Mais autant au début, on avait beaucoup parlé des 2 côtés d'ailleurs. Souvenez-vous des procès qui seraient faits aux combattants on les voit dans des supposément, cages. Supposément ou réellement avaient commis des crimes de guerre. Et puis en fait, ça fait très longtemps qu'on n'en parle plus. Parfois, on sait qu'il y a des procès, mais en tout cas, on n'a jamais été alerté sur le fait qu'il y avait éventuellement des peines de mort à la clé. Être considéré comme un terroriste et pas comme un combattant de l'armée, ça change quoi en Russie ? Finalement, quand on est fait prisonnier, ça ne doit pas changer grand-chose ? Je ne suis pas forcément compétent pour répondre. Je vais raisonner peut-être sur la situation. Le mot terroriste, aujourd'hui, permet quand même de criminaliser
un combattant, finalement. Mais comme vous l'avez souligné, la peine de mort, malgré tout ce qui a été dit à l'époque, n'a pas été appliquée, alors que finalement, on aurait pu supposer qu'en Russie, on exécute les gens. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'info. La peine de mort n'est pas, de toute façon, n'est pas en vigueur. Par contre, ils ont été jugés dans les républiques autoproclamées. Alors, c'est là ont lieu les procès. Et là, tout le monde a craint qu'effectivement, ils soient exécutés. Puis finalement, rien. Donc, oui, il y a beaucoup de façades, beaucoup d'expressions, de mise en situation, instrumentalisation du droit au titre de la propagande, finalement. Et puis quand après on vérifie les faits, apparemment, on peut le dire aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose. En revanche, je suis alors, ils ont été violentés, parce qu'on a, des témoignages. De mort, oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de témoignages après. Extrajudiciaires, des exécutions extrajudiciaires. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les procès. On parle des procès, là, on parle pas... Non, mais les combattants d'Azovstal qu'on n'a pas envie de juger, on les exécutait, puis terminé. On disait que c'était mort au combat ou pas. Et puis, ce visage du jeune homme, ça change aussi par rapport... Vous savez, on avait l'idée des militants d'Azovstal, qui étaient des militants d'extrême droite, qui avaient des croix, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui présente un visage plus doux, si j'ose dire, de quelqu'un, d'un héros, d'un jeune qui défend sa patrie. Oui, comme vous le disiez, effectivement, il y a un aspect de communication pour bien montrer que, Azovstal, ça restera quand même quelque chose de terrible dans l'histoire de l'Ukraine. Et donc, il faut présenter des visages qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on avait en tête des militants d'Azovstal, à savoir des militants d'extrême droite, des nazis, comme effectivement cela avait été présenté à l'origine. Oui.